Tout d'abord, je tiens à remercier nos amis d'être venus de plusieurs coins de la France, de Dunkerque, d'Arcachon, de Paris. Et je tiens aussi à remercier les ateliers Jeanne Barré de nous accueillir en cette période assez compliquée, mais bon, ça devient une banalité de dire un truc pareil, dans ce lieu qui est plein, qui est un lieu qui ne ressemble pas à d'autres lieux où nous avons l'habitude d'intervenir, et j'en suis très heureux. Donc, on va commencer la journée avec Gwenola Wagon et Pierre Cassonoguez et Martin Legros, notre ami Martin Legros, partenaire du festival, directeur de la rédaction de Philomag, interviendra et mettra en place un échange avec nos deux premiers invités. Je vous souhaite une très belle après-midi et à très bientôt. Il y a d'autres rendez-vous, mais vous allez les découvrir sur notre site. À bientôt. Rusland est en guerre contre un ennemi invisible. Nous nous battons avec des nuages. Buongiorno a tutti. Qui vi parlano i medici di questo reparto e tutti gli infermieri e gli operatori sanitari. Sappiamo che è molto difficile questo momento. Per voi e per tutti, non so chi riesce a sentire. Volevamo dirvi che intanto in tutta Italia stanno pensando a voi e stanno sperando che questa battaglia, che è molto dura, la vinciamo e sicuramente Virusland, c'est une nouvelle forme de vie. Elle s'étend sur la planète par contagion. Contagion d'un pays à l'autre. Contagion de la fiction à la réalité. Virusland est en guerre contre un ennemi invisible. Nous avons tous peur de l'inconnu, de l'étrange, de nos fantasmes. De quoi exactement ?
Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible. C'était en mars 2020. Notre président a déclaré le pays en guerre. Nous sommes en guerre, disait-il, contre un ennemi invisible, ce virus. Dans son intervention, le président se tient dans la nuit sur le parvis d'un hôpital et l'obscurité trouée par les projecteurs, les mouvements derrière lui, le vent qui agitait un drapeau, vous vous rappelez peut-être la scène, donnait l'image d'un camp retranché comme on en voyait parfois à la télévision il y a quelques années, lorsque le pays, sans le dire, était réellement en guerre. Je vous l'ai dit, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, ce virus. Ces mots se propagent. Ils se propagent parce qu'ils passent à la télévision dans une communication polaire, allant d'un pôle émetteur à une multitude de récepteurs. Mais ils se propagent aussi parce que ces récepteurs, ce sont nous-mêmes qui avons entendu ces mots, les répétons selon une communication en réseau, de pair à pair. C'est ce que, au début du XXe siècle, Gabriel Tarde appelait le pouvoir de la conversation qui passe maintenant par les réseaux sociaux. Le plus étrange, c'est que les autres chefs d'État reprennent les mêmes paroles. Ainsi, Donald Trump déclare « We are doing everything we can each day to confront and ultimately defeat this horrible, invisible enemy. We're at war. In a true sense, we're at war. We're fighting an invisible enemy. » Il reprend dans son style les termes de notre président. Certains chefs d'État ou de gouvernement ont hésité sur le terme de guerre, parlant de « battle » au lieu de « war » comme Boris Johnson, ou de « Kampf » au lieu de « Krieg », mais reprenant invariablement les mots d'ennemis invisibles. Les mots les mieux choisis qui vont circuler sur les réseaux de communication sont ceux qui, comme les figures de rêve ou les mots d'esprit tels que les analyses Freud, cristallisent une pluralité de sens ou produisent de multiples effets. Un des effets du mot « guerre » est de réinscrire la pandémie dans une histoire marquée justement par des guerres, qui signifient pour les populations douleurs et privations. Mais un effet secondaire de ces mêmes mots, lorsque la guerre se fait contre un ennemi invisible, est de rattacher la pandémie à un imaginaire. Ainsi, Donald Trump encore. Virus task force, it's a big thing. The virus task force. We have lost nobody to coronavirus in the United States. Nobody. Donald Trump déclare donc « The numbers are really incredible. I believe we've never seen such numbers except in World War I or II or something. » La Première Guerre mondiale, la Deuxième ou une autre. Laquelle? À quelle guerre mondiale peut donc penser Donald Trump? C'est en tout cas World War Z qui me vient à l'esprit quand je l'entends. Un film dans lequel un virus zombie, semant la panique dans les villes américaines, le soldat Brad Pitt part à la recherche du patient zéro tout au fond de la lointaine Asie. Le virus vient toujours d'ailleurs. Il venait d'ailleurs, mais en mars, il nous avait touchés. Les drones que nous avions d'abord vus en Chine, poursuivant les promeneurs, semblaient maintenant devoir envahir le ciel de nos villages. È una cosa seria, non è un fatto normale che siamo qua tutti nel parco, dobbiamo stare a casa, dai. Dobbiamo soffrire qualche giorno e ne usciamo. Andiamo a casa. A casa, a casa. Pandémie Covid-19. Rentrez. Si vous n'avez pas de motif valable ou d'autorisation, rentrez chez vous.
L'inquiétante étrangeté. Freud définit l'inquiétante étrangeté comme un sentiment d'angoisse vague qui vient pervertir ce qui nous devrait être familier et rassurant. C'est le chez-soi qui devient étranger et inquiétant, et c'est bien ce que nous avons vécu au printemps dernier. Nous pouvions avoir peur de tomber malade, mais cette peur semblait se doubler d'une angoisse indéfinie qui s'introduisait partout. Pénétrer l'air que nous respirions, s'attacher aux boutons du digicode ou au carton d'emballage des surgelés que nous nous faisions livrer. Or, selon Freud, cette inquiétante étrangeté peut avoir différentes sources. Elle se produit à coup sûr au moment où le rêve, la fiction, semble descendre dans la réalité. Les drones marquent justement une telle confusion entre fiction et réalité. Les drones qui appartenaient à la science-fiction ou au cinéma, que nous n'imaginions voler que dans des pays lointains, nous pouvions maintenant les voir au JT, circuler dans des lieux. Nous connaissions l'architecture des maisons. Nous étions chez nous. Le drone parlait notre langue. Il avait même l'accent provençal. Les images avaient changé de registre. La réalité semblait se calquer sur la fiction. Nous vivions dans une fiction. Nous étions dans un film. Et sans en avoir conscience, nous pouvions nous dire « il y a quelque chose qui ne va pas ». Et ce n'était pas seulement la peur de tomber malade. Le drone est un rêve. Ces drones, nous ne les avons jamais vus qu'en images, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. C'est comme s'ils avaient seulement changé de rubrique dans le journal télévisé, pour passer des critiques de films ou de la rubrique étranger à celle des informations locales. Mais pour verbaliser les promeneurs pendant le premier confinement, les gendarmes n'utilisaient pas souvent des drones, ils prenaient leur kangou. Les drones relèvent donc encore du rêve ou de l'imaginaire, mais d'un rêve ou d'un imaginaire que nous voulons croire réel. Les plateformes présentent des centaines de vidéos à peu près identiques. Ce sont des reportages dans des journaux télévisés, le drone décolle, on le voit s'élever dans le ciel, puis, contre-champ, on suit les rues désertes que filme le drone stabilisé à 4 ou 5 mètres de hauteur pour montrer des villes entières. De temps en temps, le drone repère un passant, il s'approche et l'apostrophe « Rentrez chez vous, respectez les distances de sécurité, mettez votre masque ». Les mots d'ordre résonnent dans toutes les langues. Virusland englobe la moitié de la planète. On y parle d'innombrables langues, mais ces drones qui se ressemblent et sont produits par les mêmes entreprises marquent l'unité supranationale de cette forme de vie, avec les technologies qui la rendent possible, les mêmes modes de communication, le même régime épistémologique. Le drone, c'est aussi le rêve d'une automatisation, parce qu'on pourrait le croire autonome, choisissant lui-même son parcours, d'après une carte logée dans sa mémoire où figurent les rues de toutes les villes et les itinéraires les plus courts. Le drone, c'est la perception et l'action à distance. Derrière le drone, et peut-être très loin dans l'espace et le temps, un humain regarde les images que le drone a filmées. C'est un gendarme dans le village que surveille le drone. En général, le journaliste, dans ce court reportage qui passe au journal télévisé, a interviewé le gendarme. On le voit penché sur l'écran, concentré, poussant les manettes et de temps en temps donnant sa voix au drone qui s'adresse à un passant. C'est lui, c'est le gendarme qui a l'accent provençal. Le drone lui permet d'entrer en contact avec les passants sans que ce contact soit réciproque, sans être impliqué lui-même dans ce contact. Les promeneurs interceptés ne le verront pas, ne connaîtront de lui que sa voix qu'ils attribueront à un drone. Le drone, enfin, ce sont de nouvelles formes de surveillance.
Le gendarme derrière son écran n'est pas un gardien de prison, nous ne sommes pas en prison, ni même dans le panopticon de Bentham et de Foucault. S'il y a des drones, c'est que nous sommes à l'air libre, dehors, et nous n'avons pas été condamnés, contaminés peut-être, mais ce n'est pas un crime. Nous ne sommes pas non plus enfermés, ni dans une prison, donc, ni dans une usine, ni même dans une école. C'est autre chose, une autre forme de surveillance qui se joue avec le drone. Le drone, c'est une image ambiguë, comme beaucoup de celles qui circulent à Virusland. Le journaliste, pour finir, a interviewé quelques villageois. Une dame dit, et si vous aviez le son, vous auriez entendu la dame, « Les gens ne sont pas disciplinés. Alors moi, le drone, je trouve, c'est très bien. » Le reportage se termine pourtant par un plan spéculatif où les deux drones de la gendarmerie, parce qu'il y en avait deux pour se filmer l'un l'autre, se rencontrent et semblent dialoguer entre les platanes de la place du marché, place qui est déserte, le café à l'angle fermé, la vitrine barrée par des planches de bois. Pour un peu, on pourrait croire que les humains ont disparu, balayés par l'épidémie et toute vie. Les drones, au lieu des oiseaux, continueraient de voler au-dessus de villages et d'échanger ces « rentrez chez vous » qui ne voudraient plus rien dire. Ce pourrait être la fin d'un film de zombies, dans lequel les zombies auraient gagné et il ne resterait plus d'humains ou seulement quelques-uns terrés au fond des parkings souterrains. Nous avons à Virusland des rêves dystopiques, des rêves d'une fin du monde humain que les machines détourneraient pour elles-mêmes. Mais justement, le drone c'est un rêve et en tant que tel, un rêve contagieux, viral, que nous nous refilons les uns aux autres. Hi everyone, I'm Michael Hall from Hall Labs. I'd like to show you the latest design of Microclimate. Nous interrogeons ces étranges habitudes que nous prenons. Pour la faire ressortir, nous transformons les images, faisons ressortir les couleurs et choisissons des masques spectaculaires. Le masque est une membrane dont les corps à Virusland s'entourent. Nous avons du plastique sur les visages et sur les mains, et entre
avons du plastique sur les visages et sur les mains, et entre nous la distance des gestes barrières et celle de l'appareillage technologique qui met en relation des écrans derrière lesquels nous nous cachons. Les technologies de visioconférence constituent une membrane qui met le reste du monde à distance de nos peaux. Les réseaux sociaux, masques de mon visage, d'une multitude d'identités numériques qui me protègent. Les membranes se superposent et tendent à se faire discrètes, invisibles. Nous les colorions pour les faire ressortir. Cet idéal de la distance, d'un corps vêtu et protégé par la technologie, rejoint le rêve d'un bonheur individuel où chacun serait heureux dans sa bulle, le visage souriant sous le plexiglas. Si Virusland naît dans une angoisse où le familier devient étranger, les membranes dont nous nous entourons veulent répondre à cette angoisse. Bien protégés dans nos bulles, nous pourrions marcher dans les rues sans sortir de chez nous. Le dehors et le dedans prendraient des nouvelles figures, le dedans n'étant plus la maison mais la bulle. Ils s'entrelaceraient harmonieusement dans une vie heureuse, et les masques et les gants disparaîtraient comme par magie, une fois utilisés. Il n'y aurait pas de reste, ni de déchets polluants. Jamais les masques ne se retrouveraient au fond des océans. Une nouvelle forme de vie. Si nous parlons de Virusland, ce n'est pas pour désigner une région du globe, mais une forme de vie. Un certain jeu de langage et de gestes habituels, des réponses aux situations de la vie et des attitudes que l'on considère comme normales. Cette forme de vie s'étend par contagion. Contagion entre les pays, entre les personnes, mais aussi contagion de la fiction à la réalité. Collectivement, nous nous inspirons de la fiction et d'un certain imaginaire pour mettre en scène une nouvelle forme de vie. Elle touche maintenant une grande partie de la planète. Elle ne semble pas faire grande différence entre les régimes politiques, démocratiques ou formellement démocratiques ou totalitaires, peut-être parce qu'elle correspond elle-même à une structure politique. Comme le voulait Wittgenstein, en transformant les rapports que nous entretenons les uns aux autres et à notre propre corps, cette forme de vie reconfigure nos représentations, ce que nous considérons comme moral et immoral, la façon dont nous distinguons l'intérieur et l'extérieur, et en fait, ce que nous posons comme réalité. Qu'est-ce qu'une vidéo virale ? C'est une vidéo que nous renvoyons à d'autres, des collègues, des amis, la famille. C'est de cette façon que les images circulent sur les réseaux sociaux, comme un virus circule d'un corps à d'autres. Ces contenus que nous nous renvoyons, articles de presse, images, vidéos, circulent entre les appareils. En les renvoyant comme un tweet retweeté, nous contaminons nos voisins numériques. Des chercheurs comme Thierry Bardini ont montré bien avant la pandémie l'intérêt à essayer de penser ces contenus comme des virus. Or, le virus biologique a suscité une multitude de virus informationnels. Ces vidéos de drones que nous regardions l'an dernier en sont un exemple, ou ces fake news sur la transmission du virus, l'influence des détergents, celle de la 5G, les puces dans les vaccins, les résurgences informationnelles du virus biologique sont innombrables. On ne peut pas isoler les effets du virus sur le plan de la biologie, de la matière et ses effets sur le plan de l'information. Le virus, certes, est d'abord apparu dans la matière. Comme un virus biologique, une chauve-souris semble avoir passé à un pangolin, et celui-ci à un humain, bien que l'on ne puisse pas établir une corrélation entre l'un et l'autre, comme on pouvait le faire pour le virus de la grippe. Quand Google prétendait analyser l'évolution de l'épidémie de grippe grâce aux requêtes des internautes dans le moteur de recherche. Il n'y a pas de doute que la dissémination du virus sur le plan de l'information dépend évidemment de son développement biologique. Mais inversement, la situation sanitaire actuelle dépend de la dissémination informationnelle du virus. La présence du virus biologique dans les organismes humains, le nombre d'humains contaminés par le virus, la gravité de leurs symptômes sont déterminés par le confinement, les gestes barrières, le stress, une santé dégradée peut-être par l'absence de mouvement, autant de phénomènes qui sont liés à la propagation informationnelle du virus. Il n'y a pas autonomie de la biologie du virus. En fait, il y a même une certaine abstraction à parler du virus biologique. Il vaudrait mieux parler du virus sous son aspect biologique et sous son aspect informationnel. C'est une même chose, sous deux aspects, biologique et informationnel. Le virus s'est constitué dans la matière, il est passé dans l'information. Il a changé d'état. Disons qu'il s'est transmuté. Ensuite, sur le plan de l'information, il subit une multitude de mutations très rapides. Il essaime en une multitude de virus qui nous assaillent en permanence. Les fake news se propagent plus vite et plus facilement que ce virus et sont aussi dangereuses. C'est Tedros Adhanom Ghebreyesus, président de l'OMS, qui le dit. Les virus informationnels sont peut-être aussi dangereux que le virus biologique.
Ou pour le dire autrement, le virus est peut-être aussi dangereux sous son aspect informationnel que sous son aspect biologique. Je me sens fatigué, nerveux, j'ai mal à la tête et des irritations de peau. Suis-je atteint par le Covid-19 ou bien ai-je entendu trop de fake news? En fait, l'un et l'autre sont possibles. Les symptômes peuvent être les mêmes et dans les deux cas, je suis atteint par le virus, soit sous son aspect biologique, soit sous son aspect informationnel. La différence, certes, est que si le virus biologique produit une immunité, je ne peux être contaminé par celui-ci qu'une seule fois dans un certain laps de temps, alors que l'acquisition d'une immunité contre les fake news est très incertaine. Cependant, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a-t-il des chiffres qui justifient cette déclaration selon laquelle les fake news donc se propagent plus vite et plus facilement que le virus et sont aussi dangereuses? A-t-il des chiffres? Ces sites ou ces courriels ou ces tweets fantaisies que nous recevons parfois, invoquant les mérites de cures imaginaires, ont peut-être tué, mais combien de personnes? Autant que le Covid-19? Ou bien n'est-ce qu'une hypothèse, une formule destinée à circuler? Une formule virale, une fake news en réalité, qui serait donc aussi dangereuse que le virus biologique dont elle entend nous protéger. Peut-on se faire entendre à Virusland autrement que sous forme virale? COVID-19, burn, heat, burn it. Hallelujah. Nobody's ever seen a virus like this. It doesn't follow any of the patterns of a virus. Straight out of hell. Hallelujah. I'm warning you now. Hallelujah. I'm warning you now. Any preacher tell you that this virus is from the devil, he's wrong. Le désir monomaniaque du zombie. Le Covid-19, si l'on considère que le virus est aussi bien biologique qu'informationnel, suscite de la toux, comme les fake news. Sur le plan de l'information, il attaque l'âme, et l'on comprend que des prêcheurs et des exorcistes puissent vouloir nous en guérir. Il en est comme les virus zombies, qui ont aussi des effets cognitifs. Selon les films, les populations s'immunisent aussi bien par des vaccins que par des exorcismes. Les virus zombies ont pour effet de monopoliser le désir de la victime. Le zombie des séries B n'est pas, comme le prétend la philosophie de l'esprit, privé d'expérience en première personne. Ce n'est pas une enveloppe vide qui ne sentirait rien. Le zombie éprouve du désir, mais un unique désir, ou un désir monomaniaque pour un objet unique, mais générique, la chair. Et ce désir l'aveugle, le rend insensible à tout le reste. S'il repère un corps, il se dirige vers lui, quel que soit le danger. Les pièges. La réalité s'est pour lui réduite à l'objet unique de son désir. Or justement, les virus informationnels n'ont-ils pas le même effet de transformer pour nous la réalité, la réduire à un unique objet, ou bien la déformer, même tout à fait de sorte que nous nous lançons à la poursuite d'une illusion? Donc là, il dit I want a vaccination immediately. Il écrit normalement COVID-19. Et puis vous allez voir après, il crache sur le micro. Voilà. Il se passe assez rapidement ce passage. Voilà. C'est bon. J'espère qu'il est sûr. C'est ça la réalité, déclare Olivier Véran. C'est ça la réalité, si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Les chiffres sont mauvais, dit-on, comme le temps est mauvais. Et quand il pleut, on reste chez soi, on se confine. Pourtant, quelques-uns résistent. Sur le bord de la mer, les surfeurs refusent de laisser la planche au garage. Ailleurs, ce sont les députés eux-mêmes qui hésitent à voter les voies liberticides que veut leur imposer le gouvernement. Le ministre descend à l'Assemblée nationale un soir de novembre pour leur montrer la réalité. C'est ça la réalité. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Nous partons donc à la recherche de la réalité,
que le pouvoir exécutif démesurément élargi aurait la faculté de nous faire entendre. C'est un voyage, une sorte de road trip dans les territoires sauvages de la viralité. Mais où chercher la réalité ? Où chercher la réalité ? Dans les couchers de soleil, dans les chiffres de la surmortalité, sous la lentille des microscopes. Elle y est sans doute un peu partout, mais elle ne se montre qu'en passant sur un écran pour tourner sur un réseau qui la filtre. La réalité à Virusland doit tourner sur les chaînes d'information et les réseaux sociaux. Et elle y est filtrée, transformée et remontée, comme un film dont on propose un nouveau montage. Les complotistes sont nombreux à Virusland. Dans cette forme de vie, la viracité est déterminée par la viralité, et réel ce qui circule. La réalité peut donc être plurielle, chacun a sa vérité. Cette forme de vie appelle les complotistes. Les complotistes, en vérité, se livrent à un travail de montage à partir des innombrables plans trouvés sur Internet. Ils recadrent les images, agencent des champs et des contre-champs qui nous font voir une autre réalité. Nous-mêmes, dans notre chronique de Virusland, travaillons comme des complotistes, mais nous sommes des complotistes sans complot, et nous voulons croire que cela change tout. C'est comme la peur ou la phobie. Quand on lui enlève son objet, elle devient angoisse, mais elle peut aussi devenir comique. Dans notre travail de montage, à partir de plans trouvés, et tenant une sorte de chronique filmique depuis le mois de février 2020, nous ne voulons pas établir une autre vérité, ni même rétablir la vérité. Nous voulons seulement montrer l'étrangeté de ces images et parfois leur comique. L'étrangeté et le comique de cette forme de vie qui n'enlève son masque que sur les écrans, ou qui, tenue prisonnière entre quatre murs, ne se sent libre que sur les écrans où elle apprend à méditer, elle pédale sur place et parfois éclate de rire. Hi Marissa. Hello. Hi. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale to begin. Namo Gurudev. Namo Gurudev. Namo. Let me just briefly start. Requesting. Ancrage, poids du corps dans vos pieds. Levez vos mains, rapprochez le pouce et l'index. Venez enrouler vos mains vers l'intérieur, caressez poumons, gros intestin, levez vos bras comme un oiseau déplie ses ailes, asseyez-vous dans le bassin, relâchez les épaules, poignets cassés, menton, poitrine. Namo Gurudev. Namo. Now follow me. This moment to feel, hands make a big circle, connect to the universe, to the earth, to everywhere. Gurudev. Namo. 1, 2, 3, 4. Now follow me. This moment to feel, hands make a big circle, connect to the universe, to the earth, to everywhere. Venez enrouler vos mains vers l'intérieur, caressez poumons, gros intestin, levez vos bras comme un oiseau déplie ses ailes, asseyez-vous dans le bassin, relâchez les épaules, poignets cassés, 5,
No. Okay, listen. I need you to listen to where the notes are. The reason she went over the notes, I want you to all understand. She went over the notes because she opened and then you have no control. Do that. Keep it working, keep it working. Keep it working, keep it working. 30 seconds, guys, keep it up. Come on, 30 seconds, guys, keep it up. Yeah. Good form, Jessica. Yeah. 3, good form, Jessica. 1, let's go. Oh yeah, good job, Keith. I see you working. 2, 3, go. Good job. And then we breathe out. And we breathe out. 1, 2, 3. Merci. Merci Pierre Casounoguez, merci Gwenola Wagon. Je voudrais maintenant vous interroger, donc d'abord rappeler donc que ces extraits de films font partie d'un projet et aussi d'un livre, Virusland donc, et d'une hypothèse, je dirais, philosophique, qui était de dire que nous avons traversé avec cette pandémie, à un moment, nous sommes entrés dans une nouvelle forme de vie, dans une forme de vie collective et individuelle, qui peut se dire virus zombie ou qui peut se dire hypnovirus, un virus qui n'est pas uniquement biologique et informationnel. Ce que je vous propose dans la demi-heure qui nous reste, c'est d'embarquer votre enquête dans cette semaine de la pop philosophie consacrée à la question du zombie, et d'abord peut-être avant de revenir à notre situation virale, mais de faire un petit détour, d'explorer un petit peu plus le moment zombie. Et quelle est l'hypothèse zombie que vous mobilisez et que nous mobilisons dans cette semaine que nous propose Jacques Serrano. L'idée donc de cette semaine était au départ de dire que bien avant que le virus ne surgisse, nous étions peut-être dans un moment où la figure du zombie était en train de faire retour. Cette figure surgit dans la culture vaudou. Donc je vous rappelle, le zombie, c'est celui que le vaudou met en terre et drogue pour se faire sortir de terre 24 heures plus tard et montrer qu'il a des pouvoirs surhumains parce qu'il peut le mettre en esclavage à sa guise. Après, au-delà de la culture vaudou dans le cinéma, cette figure s'est disséminée un peu partout, mais notre hypothèse avec Jacques Serrano était de dire qu'au-delà de la culture vaudou, au-delà du cinéma de science-fiction, il y avait dans la vie contemporaine, cette figure du zombie était omniprésente. Si on réfléchissait un instant sur notre attitude vis-à-vis des portables, par exemple, si on réfléchissait un instant sur aussi des concepts qui surgissent comme l'économie zombie, qu'on parle d'entreprises qui ne parviennent pas, qui restent en l'état, mais qui ne parviennent pas qui sont maintenues en état uniquement pour rembourser leurs dettes. On parle d'une géographie zombie pour parler du rapport à l'altérité aujourd'hui. Et donc, il nous est apparu on voulait faire le tour de cette figure du zombie. Et aussi dans la philosophie, n'oublions pas évidemment, dans cette semaine de la pop philo, avec la figure du jumeau zombie invoqué par Charles Chambers, qui voulait dire que si on imaginait un zombie d'un homme, c'est-à-dire exactement similaire, qui aurait une apparence exactement similaire, mais qui serait privé en réalité de la conscience de soi, eh bien nous aurions peut-être du mal, avec nos catégories contemporaines, à distinguer quel est le zombie et quel est l'homme réel. L'hypothèse qu'on a forgée, c'était de dire que cette figure zombie un peu rémanente dans toute la réalité, elle était une sorte de double de nous-mêmes, qui nous renvoyait à nous-mêmes l'idée que
peut-être que avec nos téléphones portables, peut-être qu'avec notre économie numérique, peut-être que dans notre vie de tous les jours, nous sommes de plus en plus, nous tentons à nous comporter un petit peu comme des morts vivants, et que le zombie nous renvoie l'image de ce que nous risquons de devenir si nous cédons à cette tentative, à cette tendance, à cette nouvelle forme de vie. Alors, est-ce que, c'est la question que je voudrais vous poser, est-ce que cette idée que le zombie, Pierre Casounogues, vous écrit un livre, Mon zombie et moi, cette idée que le zombie est une figure, je dirais, du contemporain, avant le virus, je dirais même. Est-ce que vous la validez, et de quoi le virus pour vous, indépendamment, on reviendra après au virus, de quoi le virus pour vous est le symbole à la fois philosophique et plastique? Oui, mais merci. Effectivement, l'intervention était prévue à cette semaine de la pop philosophie avant la pandémie, a été décalée pour arriver finalement tard dans la pandémie. Et au départ, je voulais parler des attributs philosophiques du zombie, et finalement, je trouvais que c'était intéressant d'essayer de transformer cette intervention pour utiliser le personnage du zombie pour essayer de d'écrire, d'analyser cette pandémie. Pour moi, dans le personnage du zombie, il y a trois motifs philosophiques, trois motifs que la philosophie peut utiliser. Et quand je dis le personnage du zombie, je parle en fait uniquement, et finalement avec une certaine abstraction, du zombie des séries B, sans en interroger les origines dans la culture vaudou. Pour moi, il y a trois attributs philosophiques du zombie. Le premier, c'est une espèce de plasticité, et c'est dans ce sens-là que j'utilise zombie dans mon livre Mon zombie et moi. À savoir, le zombie, c'est un autre moi-même auquel manque quelque chose. Il y a quelque chose de bizarre qui relève souvent du sort du manque. Quelqu'un qui a l'air endormi, qui réagit pas, disons normalement, on dit « Ah, c'est un zombie », tu sais, c'est un zombie. Donc, il manque quelque chose, et c'est une espèce de déformation de nous-mêmes. Et dans mon livre « Mon zombie et moi », le zombie, c'est vraiment... va représenter, le livre joue à essayer d'explorer les transformations que je peux imaginer faire subir à mon corps, et le zombie, c'est cette espèce de noyau infiniment plastique que je peux imaginer faire varier. Donc mon zombie et moi, ce zombie, c'est cette espèce de noyau incarné que je vais faire varier pour m'imaginer différents corps. Donc premièrement, la plasticité. Deuxièmement, la contagion. C'est-à-dire que le virus, dans les films, la zombification relève d'un virus, il y a des phénomènes de contagion. Et cette contagion, elle est importante, justement, comme vous l'avez très bien dit, avec les nouvelles technologies, les téléphones portables, parce que il me semble qu'une des grandes caractéristiques des nouvelles technologies, c'est de nous faire passer d'un registre de communication polaire à un registre de communication de pair à pair. C'est-à-dire, dans la communication polaire, typiquement la télévision, eh bien, il y a un unique émetteur qui parle, qui s'adresse à une multitude de récepteurs. Il y a un pôle qui s'adresse à une multitude de récepteurs. Et justement, il reste une communication polaire à la télévision, il n'y a pas de doute, on regarde encore la télévision, et la pandémie l'a montré aussi, les chefs d'État parlent à la télévision, et nous l'écoutons, mais cette communication polaire, elle se double d'une communication de pair à pair, où on va parler entre nous, ou plutôt même que parler, se renvoyer des vidéos, un certain nombre de contenus. Alors, cette opposition, elle n'est pas nouvelle d'une certaine façon. Gabriel Tarde en oppose déjà la presse, qui est la communication polaire, et la conversation, qui est la communication de pair à pair. Mais le grand modèle qui a servi à analyser la communication, on pourrait dire de Freud à Stigler, c'est la communication polaire. Un pôle qui parle à une multitude d'émetteurs. Et clairement, sur les réseaux sociaux, il s'agit d'autre chose.
Et cette communication de pair à pair, elle a justement des effets. Et le personnage du zombie est intéressant dans cela que on a une modification de l'humain qui passe justement par la contagion. Donc l'idée d'une contagion. Deuxième attribut qui me semble intéressant pour la philosophie aujourd'hui. Troisième attribut, on en a un peu parlé, c'est le désir monomaniaque. À savoir que, et je pense que de ce point de vue-là, la philosophie de l'esprit, essentiellement anglophone, autour de David Chalmers, qui utilise le zombie pour définir un personnage qui n'aurait pas de sensation, qui serait une enveloppe vide, qui nous ressemblerait de l'extérieur comme un frère jumeau, mais qui ne ressentirait rien, qui n'aurait pas d'expérience en première personne. Cette philosophie se trompe en fait, que le personnage du zombie dans les séries B, ça n'est pas qu'il n'a pas d'expérience en première personne, c'est qu'il est monomaniaque. Il a un désir qui est dirigé vers un unique objet, la chair, ce qu'il veut manger, et qui le rend aveugle à tout le reste. Il va mépriser, il va ignorer le danger, il ne voit que cet objet qu'il désire. Et donc c'est un désir qui est organisé de l'extérieur sur un unique objet, et c'est particulièrement bien représenté dans les films de Romero, hein, où ces fameuses scènes où les zombies circulent dans un centre commercial. Le zombie dans le film de Romero, c'est le consommateur, hein, qui ne voit que la veste qu'il veut s'acheter qu'il ou elle veut s'acheter dans le centre commercial. Mais je pense qu'il y a dans ce désir monopolisé de l'extérieur, il y a un troisième attribut sous lequel le zombie est intéressant pour la philosophie. Donc, ce sont les trois thèmes. Très bien. Gwenola, vous êtes chercheuse en art plastique. Est-ce que la figure du zombie est aussi insistante au-delà du cinéma dans ce domaine-là? Je rejoins tout à fait ce que dit Pierre sur l'importance du zombie qu'on retrouve au cinéma, en art plastique. Je pense que le zombie, il a aussi servi comme image de ce qu'on n'a pas envie d'être, et qu'on retrouve aussi chez l'artiste, la révolte, c'est-à-dire on n'a pas envie d'être un zombie, et quand on voit la menace d'une zombéification planer sur nous par le fait qu'on serait automatisé ou voué à des automatismes de plus en plus prégnants dans nos modes de vie, il y a cette peur du zombie. Il y a une très grande peur d'être zombie, en fait, qui anime nos sociétés actuellement, et en particulier la figure du consommateur zombie. C'est à la fois quelque chose sur lequel on va, comme le dit Pierre très bien, la chair fraîche, c'est une bonne image pour parler d'une sorte de désir comme ça, hyper appuyé, qui converge vers un unique but. Mais il y a aussi la peur d'être comme ça, et de le savoir. C'est un peu bipolaire, en fait, comme une bipolarité du zombie, je sais pas comment... Est-ce que le zombie est aussi un revenant? Il y a un petit passage dans Virusland où vous le comparez à un cosmonaute, ou plutôt vous citez, je crois, un patient du virus qui se réveille dans un hôpital complètement harnaché et qui comprend pas trop où il est, et il dit « j'ai l'impression d'être un cosmonaute revenu sur Terre ». Est-ce que le zombie, et peut-être nous en phase de zombification intense, nous revenons d'un ailleurs, mais de où revenons-nous? Et où sommes-nous quand nous sommes zombies? Oui, alors le personnage du cosmonaute est je pense un autre personnage qui est philosophiquement très intéressant, et je pense au texte il y en a 4 qui sont partis hier. Mais je pense au texte de Lévinas sur Gagarine, qui explique que pour Gagarine, donc le premier homme dans l'espace, qui explique que pour la première fois un homme a été sans lieu. Et je pense que dans le cosmonaute, il y a quelque chose pour moi, c'est un autre personnage philosophique que le zombie, mais qui permet de décrire une expérience très intéressante, et je pense vraiment le texte de Lévinas est très très important dans cette idée d'une habitation sans lieu, et justement par rapport à tout le contexte heideggerien. Donc j'aurais envie de voir dans le cosmonaute un autre personnage philosophique qui qui mérite d'être interrogé en tant que tel. Pour moi,
cette espèce de solitude dont vous parliez, ça serait peut-être celle dont on fait l'épreuve derrière son écran pendant ce ou ces confinements que nous avons vécus, où oui. Mais est-ce que le point commun entre le cosmonaute et les zombies, c'est que justement ils n'habitent plus la Terre, c'est-à-dire où ils sont sur Terre, comme s'ils n'étaient pas présents, comme s'ils n'étaient pas là? Oui, encore une fois, je pense pas qu'il faille retirer au personnage du zombie une expérience, son expérience intérieure, et que pour moi, ce qui joue dans le zombie, c'est ce qui est en fait de plus intéressant dans le zombie, c'est ce désir qui est dirigé de l'extérieur, qui est centré sur un unique objet et qui le rend aveugle à tout le reste. Et d'une certaine façon, pour en donner un exemple, je pense à cette phrase de Patrick Lelay, dont Stigler a beaucoup parlé. Patrick Lelay qui disait, c'est en début des années 2000, si je me souviens bien, que le travail de TF1, c'était de produire du temps de cerveau disponible qui allait pouvoir être vendu à des annonceurs publicitaires et en particulier à Coca-Cola. Et que se passe-t-il donc on regarde la télévision et d'après Lelay, qu'est-ce qu'on fait? On rend son cerveau disponible et on produit du temps de cerveau disponible qui va pouvoir être vendu à des annonceurs publicitaires qui, ce cerveau est disponible et pourront justement y imprimer un objet de désir. Et en fait, dans ce processus, évidemment, TF1, en l'occurrence, puisque c'était TF1 dont Patrick Lelay parlait, TF1 travaille, mais on peut dire que le téléspectateur, il travaille lui-même. On peut dire qu'il travaille parce que fait le téléspectateur dans cette perspective qui regarde de la télévision? Eh bien, il contribue à produire quelque chose qui a de la valeur, du temps de cerveau disponible et qui va pouvoir être vendu. Produire quelque chose qui a de la valeur, c'est travailler. Alors c'est un travail évidemment très original puisque c'est un travail qui ne passe pas forcément par un effort volontaire, encore que parfois on peut être fatigué, peut-être qu'il faut faire un effort pour rester dans la télévision, mais ça n'est pas l'effort comme on l'entend habituellement au travail, mais dans tous les cas, le téléspectateur, il travaille, et il travaille à quoi en fait? Il travaille justement à se faire zombie. Il travaille à rendre son cerveau disponible pour un objet qu'on va lui donner de l'extérieur. Et donc, dans cette phrase de Patrick Lelay, qui à mon avis est très intéressante, elle va tout à fait à l'encontre de l'idée de l'idée un peu banale que j'échangerai mon film contre de la publicité, ou que je vendrai mon attention. En fait, devant la télévision, je travaille en regardant même mon film, pas seulement en regardant la publicité. Je travaille en regardant mon film ou ma série ou mon émission. Je prépare mon cerveau à la publicité et en fait, je travaille au sens propre à me faire zombie. Et dans cette idée, il y a aussi dans cette idée justement de zombie et de travail zombie, un autre point, ce serait contre en fait l'idée d'une économie de l'attention. Que lorsque ce qui intéresse la chaîne de télévision ou d'ailleurs l'annonceur sur Internet, ce n'est pas mon attention au sens où le prof, par exemple, dit à ses élèves « faites attention ». C'est pas du tout ce que veut la télévision, un téléspectateur qui fasse attention au sens où un élève va faire attention. Ce qu'il veut, au contraire, c'est un état de conscience tout à fait différent, justement, de disponibilité du désir qu'on va pouvoir arrimer à un objet. Et cet état de conscience, en fait, le zombie l'illustre parfaitement. Ce n'est pas une expérience, ce n'est pas une enveloppe vide, comme quelque chose qui n'aurait rien, pas de désir, pas d'expérience, non. C'est une sorte de disponibilité d'une disponibilité monomaniaque dans cette espèce d'oxymore. Gwenola, vous voulez ajouter quelque chose?
non, je trouve ça très juste. Je trouve l'image, et je me dis qu'avec les réseaux sociaux, ça s'est complexifié, cet état de zombification, parce qu'on se zombifie les uns les autres, parce qu'on se demande de l'attention collectivement, et que c'est du coup devenu beaucoup plus complexe que la phrase de Patrick Lelay, puisque c'est plus TF1, c'est nous tous avec nous tous. Et donc il y a ce que disait Pierre aussi renvoie à cet état hypnotique en fait, sur lequel on a pas mal travaillé dans le film. On travaillait beaucoup sur la question de l'hypnose et nous-mêmes étant hypnotisés par ces images, comment justement les mettre à distance, etc. Et donc il y a tout ce travail de sentir que la viralité, enfin ce qu'on appelle viralité et travail sur la viralité, c'est aussi un travail un peu de pré-hypnose ou de post-hypnose ou de cerveau en onde alpha. C'était un moment donné où l'attention baisse, et le moment où l'attention baisse, comme le dit Pierre, c'est justement le moment où on peut happer, rentrer, s'infiltrer dans des choses, s'infiltrer les uns les autres et perdre conscience de la manière dont on est happé, dont on peut s'engloutir temporellement dans quelque chose d'autre. Ce qui est aussi un plaisir, il faut quand même le dire qu'il y a une dimension de plaisir, et que si on le fait tous avec beaucoup de jouabilité, c'est qu'il y a une grande dimension de plaisir et que c'est pas un malheur en fait, c'est pas du tout ça, c'est pas une souffrance, c'est une activité qui joue beaucoup sur la récompense, les stimuli, le plaisir, la jouissance aussi d'être zombie. Il y a une jouissance d'être zombie, je pense. Je sais pas. Alors justement, revenons à Virusland et au film, avec cette hypothèse donc que le virus est une nouvelle forme de vie. Alors le zombie est un mort-vivant. Vous dites que c'est une forme de vie. Il faudrait vous entendre là-dessus, c'est-à-dire une forme de vie, c'est à la fois une forme de gouvernement, sans doute le gouvernement viral, une forme de vie, mais vous le disiez, qui est une forme de vie où il y a de la contagion, où il y a de la guerre, ou une guerre invisible, où il y a toute une série de traits qui sont inquiétants. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi de la jouissance ou plus que de la jouissance, une dimension un petit peu onirique dans cette nouvelle forme de vie, des choses nouvelles à explorer, de nouveaux paysages mentaux et à explorer. Je pense en particulier, je vous donne un exemple qui moi m'a fait penser à Virusland en positif. J'ai une professeure de philosophie qui m'a envoyé un texte en me disant voilà, elle a rêvé qu'elle convoquait sa classe, je vous le disais Pierre, qu'elle a convoqué sa classe dans son rêve. Elle a dit dans son rêve chers élèves, voyez, je vous donne l'adresse de mon rêve, vous m'y retrouverez et on fera cours dans mon rêve. Eh bien, il me semble là qu'on est typiquement dans une nouvelle forme de vie possible, d'un cours qui aurait lieu dans le rêve. Alors là, quand elle a raconté ça à ses élèves, ils étaient très flattés en réalité qu'elle les ait mobilisés dans son rêve. Mais est-ce que le Virusland, ce n'est pas uniquement de la terreur, de l'effroi, c'est peut-être aussi de nouveaux possibles qui s'ouvrent? Il y a forcément des nouveaux possibles, parce que de toute façon, comme on explore des nouvelles techniques, il y a beaucoup de technicités nouvelles qui se sont créées cette année, notamment, je pense à la fin du film, enfin c'est pas la fin parce qu'en fait on l'a pas dit, mais le film est en cours de montage, et donc c'est des morceaux qu'on monte, qu'on démonte, qui sont un peu comme une table d'opération d'un film en cours. Et donc la partie qu'on voit sur le chapitre rire, c'est tous ces cours en ligne, où tous ces profs qui donnent des cours de sport, de rire, de yoga, de maths, de tout ce qu'on veut, de chant, à travers cette plateforme de visioconférence comme Zoom ou autre, qu'on a tous, je pense, vécu cette année. Et dans ces systèmes de transmission à distance avec cette expérience-là, à la fois je trouve qu'il y a quelque chose d'onirique, parce que ça fait penser au film. Moi, j'avais l'impression de vivre une expérience cinématique, d'être en permanence dans une performance filmique, venant du cinéma et venant du monde cinématographique et de la cinéphilie. Je dois dire qu'il y avait un peu un trouble de se retrouver dans un univers professionnel permanent, quoi, à devoir être en permanence devant un film, en train de faire un film, en sachant qu'on est filmé, etc., en temps réel en plus, et qu'en plus on peut jouer avec plein de choses. Et donc en même temps c'est assez déréalisant, et c'est très proche, le film et le rêve, c'est deux histoires, on pourrait dire, qui se sont faites en même temps, hein. La psychanalyse s'est créée en même temps que le cinéma. Du coup, film et rêve, c'est assez associé. Et les retrouver en même temps dans une interface interactive, c'est complètement... voilà, il y a une espèce de strate de déréalisation
voilà, je pense que je vais peut-être continuer. Oui, mais non, mais le rêve est un travail aussi, disait Freud. Oui. Sur le rêve, donc on a un peu parlé, mais sur le rêve de cette prof de philo qui donc rêve qu'elle convoque ses élèves dans le rêve, c'est une très belle image, vraiment, et une image qui, à mon avis, peut se lire dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a à la fois, sans doute, la solitude des profs dont nous faisons partie, qui ne voyons plus les élèves. Enfin, on a eu quand même à l'université des élèves sur un semestre que nous n'avons jamais vu, en fait, sinon derrière l'écran, nous ne les avons jamais vus. Et donc, le désir d'entrer en contact avec ses élèves par ce mode finalement de partager ses rêves. Et puis, je dirais, il y a une autre lecture qui est aussi le fait que est-ce que c'est finalement l'interface qui devient un rêve ou le rêve qui devient une interface. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas y voir la trace aussi de ce que ces interfaces, ces vidéos virales, elles gagnent de différentes façons, elles gagnent une plus grande part de cette vie que nous voudrions dire privée, mentale, personnelle, et que finalement, est-ce que c'est de la même chose lorsque les neurosciences imaginent des machines à lire les rêves? Est-ce que c'est mon rêve qui peut se communiquer, ou bien est-ce que c'est un imaginaire extérieur qui devient mon rêve, un film en fait que la machine fait et qui devient mon rêve? Et je dirais qu'il y a cette double lecture de partager ses rêves ou de voir ses rêves colonisés, pour ainsi dire. Ensuite, sur la forme de vie, pour moi, vraiment, donc l'idée que la pandémie suscite une nouvelle forme de vie, je vais employer forme de vie au sens de Wittgenstein, c'est-à-dire un certain système, certain ensemble assez vague de jeux de langage et de gestes qui va modifier toute une série de représentations, par exemple la façon dont on va distinguer l'intérieur et l'extérieur. Je trouve ces images où on voit ces gens masqués, où il y en avait d'autres qu'on n'a pas montrées, où des tentatives de faire des bulles en fait qu'on transporterait avec soi, par exemple pour aller au restaurant. C'est vraiment une façon de découper l'intérieur et l'extérieur, et il va s'agir d'étudier comment cette forme de vie, elle modifie nos représentations, elle modifie nos concepts. Et un des concepts qui, à mon avis, vient vraiment en question dans la pandémie, c'est celui de réalité, à savoir celui de réalité et de viralité. Un exemple, c'est cette phrase dont on parlait tout à l'heure, du président de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit les fake news sont, je paraphrase, sont aussi dangereuses que le virus et se propagent plus vite. Il parle en tant que président d'une organisation de médecins. Lorsqu'il dit ça, il a des chiffres, il en sait quelque chose, il a des chiffres pour prouver ça. Il n'en a pas, bien évidemment. On n'a pas calculé le nombre de gens que les fake news ont tués par rapport à ceux que le virus a tués. En fait, il dit ça comme une formule virale, parce que c'est la seule façon pour lui de se faire entendre. Et c'est pour ça, c'est parce qu'elle sonne bien que la formule va circuler et que nous allons pouvoir l'entendre, que nous la repérons. Donc, la réalité, en cette période de pandémie, elle est filtrée par la nécessité d'être virale. Et je pense pour ça, ça explique qu'il y ait aussi une aussi grande importance du complotisme. C'est-à-dire que on a finalement une adéquation, la véracité, c'est la viralité. Pour dire quelque chose, il faut que ça circule, et donc est réalité tout ce qui peut circuler. Et donc tout ça pour dire que forme de vie, on l'entend vraiment au sens de Wittgenstein, et comme un système de langage et de gestes qui modifie nos concepts et la façon dont nous découpons une ontologie, pour le dire comme ça. Très bien. Et donc on termine, mais juste une dernière question et une phrase chacun. Comment est-ce qu'on redevient vivant sur cette zombification par rapport à cette zombification de la vie? Eh ben c'est la question que nous nous posions. Où chercher la réalité? Comment
comment où chercher la réalité et bah, si nous finissons le film n'est pas fini, mais si nous finissons sur ces images de rire, c'est parce que nous n'avons pas trouvé de réponse. Peut-être dans le rire. Je trouve que c'est la question du vivant, c'est assez intéressant parce que le virus, il est vivant hein, et la viralité est justement d'autant plus vivante qu'elle se transmet. Ce qui est vivant, c'est aussi ce qui se transmet, quoi, ce qui se meut, enfin, la vie, mouvement, etc. C'est assez proche. Et du coup, je pense que il y a une vivacité, il y a une vitalité du virus. La difficulté de se redevenir vivant, c'est d'accepter le vivant, justement, de pas le refuser. Une des parties les plus sombres des moments qu'on a vécu l'année dernière, où les premiers mots de guerre, qui ont d'ailleurs été modulés par la suite, et les moments chinois d'asphyxie, d'écocide, hein, parce que c'était vraiment des écocides d'avoir vaporisé autant de produits chimiques à ce moment-là dans les villes chinoises. Ces moments très écocides sont des moments d'asphyxie, de mort en fait. Donc ils sont anti-vivants. Donc un moment de vie, c'est de prendre conscience de ce que c'est que la vie et de l'accepter. Et c'est ça le plus difficile avec une pandémie, c'est comment accepter la vie malgré tout. Je pense que l'oxymore, elle est là, quoi. Très bien, mais merci beaucoup pour ce premier moment, il y en aura beaucoup d'autres. Merci de votre attention. Ah, on a un petit moment pour des questions? Oui? Évidemment, aucune statistique ni aucun chiffre concernant les ravages produits par la viralité des fake news. Mais aussi dangereux ne veut pas dire dangereux de la même manière. Donc il ne dit pas que ça peut tuer ou que ça peut vous envoyer à l'hôpital pour y être intubé. Donc là, je crois qu'il faut aussi faire attention aux choses. Non, sinon, sur le fond, je serais assez d'accord, quoique moi ce que j'ai vu dans votre film et qui m'a passionné, c'est cette espèce de vie dans un monde que vous avez très bien nommé, hein, une espèce de monde de la viralité. Et je pensais, en vous écoutant, à ce parce qu'il avait utilisé l'un comme l'autre comme un concept et pas simplement comme une notion, comme un terme purement clinique, je pensais à Jean Baudrillard et à Paul Virilio, qui nous avaient déjà mis en garde sur une forme de viralité qui est précisément celle que vous analysez, c'est-à-dire cette viralité qui suppose une déréalisation du réel. Et dans votre film, à un moment donné, vous dites, bon, le réel, il est où ? Il est où? Eh bien, Virilio comme Baudrillard montrent que justement, le propre de cette viralité, c'est d'avoir ôté au réel sa réalité elle-même. Donc je crois que ça serait intéressant de reprendre ces textes qui précèdent de beaucoup la crise que nous vivons actuellement, mais qui ont, comme certains textes que je dirais pas de science-fiction, mais d'anticipation, une espèce d'actualité philosophique relativement importante. Je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi là-dessus. Oui, je pense que par rapport à Baudrillard et Virilio, il y a quelque chose de nouveau qu'ils n'ont pas connu en fait. Enfin, pas comme ça. Ils l'ont connu, mais pas à ce point-là. C'est ce qu'on pourrait appeler la réalité filtrée ou surfiltrée. C'est-à-dire que quand Virilio... mais là, je trouve qu'en plus d'évider, il y a encore une autre situation technique qui était pas le système technique de Baudrillard ni le c'est la réalité de chacun au centre de son nuage. C'est arrêter de chacun dans sa bulle de filtre. Alors que Baudrillard a vécu une situation où ça n'existait pas, ce système technique qui met tout le monde au centre d'un système informationnel différent de son voisin. Du coup, quand on dit où est la réalité, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire par rapport au moment où nous-mêmes, chacun de nous, se demande quelle est sa réalité par rapport à la vôtre. Oui, je suis
D'accord. Après, sur la phrase du président de l'Organisation mondiale de la santé, voilà, il s'agit pas de le critiquer. En fait, on ne veut rien critiquer des mesures de confinement, de port du masque. Ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, il formule cette phrase de cette façon en comparant les fake news avec le virus pour faire lui-même une phrase virale comme ce qu'il critique. Alors que on attendrait de quelqu'un qui parle au nom d'une organisation de médecins qu'il disent des choses qui puissent être vérifiées et je pense que c'est vraiment un signe du fait que il n'y a de vérité que dans la mesure où elle est virale, puisque c'est à cette seule condition qu'on peut l'entendre. J'aurais une objection qui irait dans le sens de François, c'est de dire, puisque, comme vous l'avez très bien dit, nous sommes face à un virus qui n'est pas uniquement biologique, mais qui est aussi informationnel, l'Organisation mondiale de la santé, à l'avenir, qui s'occupe des virus, doit peut-être aussi s'occuper d'informations. Oui, mais c'est quand même quelque chose de. Oui, mais on le dit avec une sorte étonnement et angoisse en fait, et aussi angoisse quant à notre propre discours, le fait que qu'est-ce qui reste de la science si la science doit se faire virale pour se faire entendre? Qu'est-ce qui reste de la philosophie si la philosophie doit se faire entendre? Et c'est une question qui est grave et qui, à mon avis, et qui justement manifeste une autre forme de vie. Non, mais je pensais, alors en vous entendant tous les deux, je trouve ça très juste ces remarques. Je pensais à la e-santé et on n'a pas trop parlé des épisodes chinois, mais QR code bonne santé, système de santé médicalisé par Internet font que quelque part la santé deviendra des affaires de télécommunication très vite et que ça répondra à votre question. Et sur lequel, d'ailleurs, Deleuze Oui, on a justement fait tout un film, Bienvenue à Erevan, donc on l'a beaucoup lu. Ah non, bien entendu. Enfin, c'est pas tout à fait Erevan. Je pense qu'il y a des ingrédients nouveaux, mais c'est quelque chose qui, bien entendu, nous intéresse beaucoup. Non, mais donc vous verrez le remake qu'on en a fait, si vous le souhaitez. Bien, merci beaucoup. Hein, c'était passionnant. Je veux dire que malgré les problèmes techniques, je trouve que votre bande son, il faut l'écouter. Elle est très chouette, votre bande son, en plus.